Parfois, trouver son âme sœur peut s'avérer un réel cauchemar au lieu de devenir le conte de fées qu'on a toujours rêvé. C'est le cas de l'histoire que je vais vous parler aujourd'hui. Je vous présente l'histoire de Karla Homolka et de Paul Bernardo, connus aussi sous le nom de Ken et Barbie. Restez là. Paul Bernardo est né sous le nom de Paul Kenneth Bernardo le 27 août 1964 à Scarborough, en Ontario. Sa mère se nomme Marilyn et son père se nomme Kenneth Bernardo. Son père était perçu comme un homme très violent et très abusif. Plus jeune, Paul Bernardo était un petit garçon très athlétique. Il a fait entre autres du karaté et il a été sauveteur. Il a aussi rejoint les scouts avant d'être un moniteur de camp de vacances. À l'âge de 16 ans, Marilyn, sa mère, lui avoue que Kenneth Bernardo n'est pas son père biologique. Évidemment, Paul Bernardo est très furieux de la nouvelle. Il lui en a voulu énormément, je pense, toute sa vie, pas mal. On comprend aussi que l'ambiance familiale a changé. Il a commencé aussi à détester son beau-père. Ça criait beaucoup à la maison, il y avait énormément de conflits. C'était vraiment un environnement sombre, comme on peut dire. Même s'il a commencé à détester son beau-père, Paul et Kenneth, ils partageaient un plaisir malsain ensemble de voyeurisme. Dans le fond, ils était souvent à la fenêtre de ses voisins pour les regarder. Donc son père, là, comme je l'ai dit, c'était un voyeur, puis il avait des gros problèmes sexuels. Tard, dans le fond, en grandissant, Paul Bernardo aussi a développé des gros problèmes sexuels sadiques. Il se gênait pas pour humilier ses petites copines, puis de les battre. Donc, évidemment, la plupart de ses petites amies l'ont rejeté parce que tu veux pas d'un homme comme ça dans ta vie qui abuse de toi et qui te fait sentir comme une merde, excusez l'expression. Jusqu'au jour où il a rencontré Karla Homolka. C'est une femme qui, elle était 100% all-in pour vivre toutes ses expériences sexuelles avec lui. Elle lui a même écrit des lettres en lui disant: fais ce que tu veux de moi, mon corps est à toi, je suis prête à tout, autant sentimentalement que sexuellement pour toi. Donc, vas-y, 100%. Après le lycée, Paul Bernardo a entamé une formation d'expert comptable, puis il a commencé à travailler aussi dans une firme de comptable. De vue, pour ses collègues, Paul Bernardo, il paraissait comme une personne très professionnelle, extravertie, sûre de lui. Ça le faisait filer bien parce que lui-même, il avait une opinion assez haute de lui-même. Il adorait ça. Karla Homolka est née Karla Leanne Homolka le 4 mai 1970 à Port Credit, en Ontario. Elle aménage un peu plus tard dans la ville de St. Catharines, toujours en Ontario. Son enfance se considère assez joyeuse, normale. Ses parents formaient un très beau couple, solide, très uni. C'était même un modèle pour leur fille, leur type de couple. Son père s'appelle Karel Homolka, c'est un immigrant tchécoslovaque. Il vendait des lampes dans un marché aux puces. Sa mère se nomme Dorothy Homolka, elle travaillait comme assistante administrative. Karla Homolka, c'est l'aînée de deux sœurs, Tammy et Lori. Quand elle était enfant, Karla, elle était reconnue pour être une belle fille blonde aux yeux bleus. Elle était aussi populaire. À l'école, Homolka est perçue comme une étudiante brillante, intelligente et elle était très appréciée de ses professeurs. Par contre, du côté de ses camarades, elle était perçue comme une personne très autoritaire. En grandissant, Karla Homolka est devenue une ado turbulente. Elle passe de la belle fille populaire à une fille assez sombre. Elle aimait dessiner et exprimer son amour pour les animaux, c'est pourquoi elle s'est pris un petit emploi à temps partiel dans une animalerie. Mais même si elle aimait beaucoup les animaux, ça ne l'a pas empêché une journée de tuer l'hamster d'une amie en le lançant par la fenêtre. Elle a commencé aussi à lire des Nancy Drew et être obsédée par les crimes. Plus elle grandissait et plus les gens
remarquait que son comportement il changeait. Elle s'intéressait beaucoup à l'occulte. Elle s'amusait à appeler les esprits. Elle disait souvent rêver à des situations étranges reliées à la mort. Elle avait même déjà tenté de se couper avec un couteau. Après ses études secondaires, elle accepte un poste comme assistante vétérinaire à Thorold Veterinary Clinic. En octobre 1987, Karla Homolka se rend à une conférence animalière dans le cadre de son travail à Toronto. C'est dans un petit café de l'hôtel où elle séjournait qu'elle fait la rencontre de Paul Bernardo. Lui, il était avec un ami et elle était avec une amie. Donc, ils ont décidé de commencer à jaser, commencer à passer du bon temps ensemble. Puis, un peu plus tard, les filles ont invité les garçons à venir dans leur chambre d'hôtel. Donc, rendus à leur chambre d'hôtel, il y a eu un moment où les deux amis écoutaient la télé. Puis là, il y en a un qui s'est retourné puis a vu que Karla et Paul avaient une relation sexuelle à quelques mètres de eux. Donc, se sont comme dit genre « what the fuck ». Pour Karla, cette rencontre-là, c'était la rencontre parfaite. C'était l'homme parfait pour elle. Dans le fond, il remplissait toutes les caractéristiques. Il était beau, il était grand, il était âgé, il était blond. Il avait une voiture, un bon métier, un bon salaire. Il y avait vraiment toutes les caractéristiques de l'homme parfait pour elle. Mais malgré toutes ces belles qualités, Karla avait aucune idée du côté sombre de sa nouvelle rencontre. En 1987, vers la fin du printemps, 2 agressions sexuelles à leur domicile sont reportées à Scarborough. L'agresseur attaquait principalement des femmes seules et les attaquait par derrière en leur disant qu'il leur ferait du mal si elles faisaient du bruit ou elles disaient quoi que ce soit. Entre mai et décembre 1987, 6 agressions sont déclarées. En avril et mai 1988, 8 agressions sont déclarées. Entre octobre et décembre 1988, 4 nouvelles agressions sont déclarées. On s'entend qu'en un si court laps de temps, c'est assez déstabilisant pour une ville d'avoir des aussi grosses statistiques. Après les avoir agressés, le violeur utilisait des bâtons et des pierres qu'il rentrait dans le corps des femmes qu'il venait de violer. En 1990, les policiers ont une piste sur le violeur. Lors des 17 agressions, le violeur s'assurait que ses victimes ne puissent pas l'identifier, ce pourquoi il les attaquait par derrière. Au mois de mai, il a négligé sa manière de faire, puis il a attaqué une femme par en avant, ce qui a permis aux policiers d'avoir un portrait robot de lui. Une fois que le portrait robot a été terminé, la police a reçu l'information que le portrait ressemblait étrangement à un comptable, Paul Bernardo. Le détective John Monroe le convoque donc au poste de police pour l'interroger. Bernardo est arrivé bien habillé, d'un air plutôt calme. Donc le détective lui a posé des questions sur sa relation avec les femmes. Puis Bernardo lui a confié même qu'il avait une petite amie du nom de Karla Homolka. Mais on sait dans ces temps-là, le nom de Karla Homolka les a pas titillés, ils connaissaient même pas ce nom-là. Donc ils n'ont pas fait de lien. Paul Bernardo a accepté de donner des échantillons d'ADN tels que des cheveux, du sang, de la salive. Il est l'une des 700 personnes sur lesquelles la police enquête. Donc ça fait énormément de gens. Les résultats ADN ont pris vraiment beaucoup de temps à arriver, environ 2 ans. Mais on s'entend qu'en 1990, c'est pas la même science non plus qu'en ce moment. C'est pas la même technologie. Donc ça prenait beaucoup de temps dans ces années-là avant d'avoir des résultats. Dans les années 90, Paul Bernardo passait beaucoup de temps avec la famille Homolka, mais malgré qu'il était fiancé, Paul il était insatisfait sexuellement parce que Paul était attiré par les filles vierges, puis Karla elle avait déjà eu des copains avant, donc elle avait perdu sa virginité avec l'un d'eux. Par contre, la petite sœur de Karla, Tammy, 15 ans, elle était encore vierge, donc elle répondait à 100% aux critères de Paul. Tammy, elle considérait Paul comme le petit ami idéal, elle l'admirait,
Mais pendant tout ce temps-là, Paul, tout ce qu'il voulait, c'était de coucher avec Tammy. Paul a donc commencé à faire pression sur Carla pour qu'elle l'aide à prendre la virginité de sa petite sœur Tammy. C'est donc 6 mois avant leur mariage que Carla elle offre la virginité de Tammy en cadeau à son petit ami, soit proche de Noël. Carla elle avait peur que Tammy ne tienne pas sa langue, dans le fond qu'elle les délate. Donc elle vole de l'anesthésiant à la clinique vétérinaire où elle travaille pour pouvoir endormir sa petite sœur et l'agresser sexuellement. Le 24 décembre 1990, Carla Homolka et Paul Bernardo mettent à exécution leur plan. Toute la famille est partie se coucher sauf les trois. Donc le couple décide de faire boire Tammy jusqu'à temps qu'elle soit ivre, qu'elle, comme on dit au Québec, qu'elle passe out, puis qu'elle finisse par s'évanouir et pouvoir la violer. Mais quelques temps après, Tammy, qui était toujours inconsciente, elle a commencé à avoir de la misère à respirer. Elle a commencé à vomir, à suffoquer. Puis, vu que Carla, elle avait des connaissances médicales, elle a su quoi faire. Mais Tammy, elle succombe quand même malgré tout. Donc, le couple n'a pas le choix. Ils ont appelé le 911. Le couple a inventé une histoire tout de suite pour cacher les soupçons que c'était eux qui étaient coupable du meurtre de Tammy. La mort de Tammy est finalement catégorisée comme accidentelle. Évidemment, la famille Homolka est dévastée par la mort de Tammy et ils pleurent tous sa perte. Même Carla et Paul. Donc, on voit qu'ils n'ont pas de remords face à la situation. Ça l'a pas empêché Carla d'être égoïste et d'avoir une certaine jalousie face à l'attention que sa sœur avait à cause de son décès. Elle a eu comme un gros impact sur sa famille parce que ça leur a pris des mois à s'en remettre. C'est 100% comprenable, on s'entend, ils viennent de perdre leur fille, leur sœur. Donc c'est comprenable qu'ils soient en deuil. Carla, pour sa part, là, elle se gênait pas pantoute pour mettre de la pression sur ses parents parce que là, mon mariage a lieu le 29 juin, il faut faire les préparatifs, on embraye là. Fait qu'elle mettait beaucoup de pression puis d'emphase sur son mariage parce qu'elle était jalouse de l'attention que sa famille avait à cause du décès de sa sœur. Le 29 juin 1991, comme prévu, le mariage a lieu. Ce qui est fou assez avec le mariage, c'est que Carla Homolka et Paul Bernardo cachent un gros secret. Dans le fond, c'était les seuls qui connaissaient exactement l'histoire de la jeune fille disparue quelques temps plus tôt, Leslie Murphy. Carla Homolka et Paul Bernardo emménagent dans une petite maison à St. Catharines, une petite ville d'Ontario qui était reconnue pour être très sûre. Un soir, il y a Paul qui dit à Carla qu'il avait l'intention de ramener quelqu'un à la maison pour s'amuser sexuellement. En d'autres mots, il voulait l'avoir à portée de main pour pas avoir à toujours partir à la chasse. C'est donc Leslie Murphy qui a malheureusement été la victime des actes sadiques de Paul Bernardo. Le 15 juin, tout commença. La jeune Leslie Murphy, elle était devant sa maison sans clé. Donc, Paul Bernardo l'a interpellé, il lui a engagé une conversation avant de s'élever et de l'amener chez lui. Puis là, attention, vous allez pas en revenir. Moi, j'en revenais pas quand j'ai lu ça. Mon cerveau a comme pas fait le lien. Sur le coup, il a fallu que je le relise. Quand Paul Bernardo est arrivé à la maison avec Leslie Murphy, Carla, elle dormait toujours. Donc, il a attendu dans le fond qu'elle se réveille pour lui présenter la fille qu'il avait kidnappée. Donc, quand elle s'est réveillée, Paul, il lui a montré la jeune fille. Il avait mis une sorte de capuche sur la tête pour pas que elle voit, dans le fond, pour cacher son visage. Carla est devenue furieuse. Mais là, attention, là. Elle était pas furieuse parce qu'il avait mis son plan à exécution puis il avait été kidnappé une fille pour la ramener chez lui, là. Elle était furieuse parce que Paul Bernardo, quand il est arrivé à la maison, il a offert à boire à Leslie Murphy dans une des flûtes de cristal qui a servi pour boire du champagne à leur mariage. Quelqu'un de normal va être fâché parce que t'es comme, ben voyons, il a mis son plan à exécution, t'es-tu malade, t'es-tu fou? Mais non, elle était fâchée parce que elle a bu dans un de ses verres de
cristal, genre. Et durant les 36 heures qui ont suivi le kidnapping, le couple agresse sexuellement Leslie Mahaffey et l'oblige à dire des phrases désobligeantes, dégradantes. On se rappelle que ce qui l'excite, c'est d'humilier et rabaisser ses victimes, vu qu'il avait du mal à garder une érection. Ça l'aidait là, de se sentir comme le plus fort, de se sentir en domination. Là, une fois qu'ils en ont terminé avec la jeune fille, ils décident de la tuer en l'étranglant, puis en amenant son corps à la cave. Dimanche, les parents de Carla sont venus souper à leur domicile, puis le corps de la pauvre Leslie Mahaffey était toujours en bas. Le lendemain, Paul Bernardo met une tente dans la cave, puis avec l'aide d'une scie électrique, il démembre le corps de la jeune fille. Il met dans du béton, il le jette dans le lac Gibson. Une journée, un pêcheur a retrouvé un membre en pêchant sur le lac Gibson, vu que le niveau de l'eau avait baissé. Plus tard, on découvre le petit corps de la jeune Leslie Mahaffey qui avait été coulé dans le ciment. Puisque le ciment n'avait pas eu le temps encore de durcir assez, certains membres sont remontés à la surface, donc c'est pour ça qu'un des pêcheurs a retrouvé un des membres. Des chercheurs ont fait le tour du lac et ont fait la macabre découverte des restes découpés du corps de la jeune fille qui a été coulé dans 8 blocs de béton. Mais en même temps que le corps de la petite Leslie Mahaffey a été retrouvé, les viols ils continuaient dans la ville de Scarborough. Le 16 avril 1992, Paul Bernardo et Carla Homolka ont vu une fille rentrer à pied au milieu de l'après-midi. Ils ont donc eu directement dans leur mire là, leur prochaine victime. Mais ils se sont dit qu'ils allaient agir différemment cette fois-ci. Carla a arrêté la voiture à côté de la jeune fille, puis elle est sortie en montrant un plan en ayant l'air perdu. Quand la jeune fille s'est penchée pour voir le plan, Carla l'a attrapé. Paul l'a poussé sur la banquette arrière de la voiture. Le nom de cette jeune fille, c'était Kristen French. Kristen French était une jolie fille venant d'une bonne famille. Elle faisait partie de l'équipe de sport de l'école. Elle était très prudente en vue de ce qui se passait dans le pays. Elle était du genre à dire à ses amis de faire attention, de ne pas parler aux étrangers, de garder ses distances. Mais malgré sa prudence, elle a été la victime du couple. Le couple l'a gardé en captivité durant 3 jours, 3 longues journées de supplice. Ils l'ont violée et ont filmé leur acte sadique. Mais Kristen French était une fille très maligne. Une journée, elle a vu une opportunité de pouvoir s'échapper de cette situation-là. Parce que Paul Bernardo, souvent, il allait faire des commissions à l'extérieur. Donc, elle lui a demandé d'aller chercher de la nourriture au magasin le plus loin possible. Elle en a donc profité pour supplier Carla de la laisser partir, mais elle a refusé. 3 jours après avoir vécu toutes ces horreurs, Paul Bernardo il a étranglé Kristen French, il lui a coupé les cheveux et le couple l'abandonne dans un fossé sur le bord d'une route. Un peu après la mort de Kristen French, les rapports entre Carla et Paul ont beaucoup diminué. Il a commencé à perdre la tête, il était de plus en plus violent avec elle jusqu'au point de la frapper. Carla, elle a donc décidé de quitter Paul et a décidé aussi de porter plainte à la police pour violence conjugale. On se rappelle que 2 ans plus tôt, Paul Bernardo avait été dans la mire des policiers pour les viols de Scarborough. Donc, il y avait en leur possession des échantillons d'ADN qu'il leur avait fournis à l'époque. Parce qu'à l'époque, on se rappelle, il avait été très coopératif avec les policiers. Lorsqu'ils ont eu les résultats dans l'affaire Scarborough, ils l'ont incriminé Paul Bernardo. Puis, Homolka a mentionné à la police que Bernardo lui avait avoué avoir commis les viols de Scarborough. Il a donc été arrêté. Lorsque les policiers ont interrogé Paul Bernardo pour les viols, on s'entend qu'il n'est pas aussi calme que la première fois qu'il a été interrogé.
Cette fois-ci, il refusait catégoriquement de coopérer, il voulait pas rien savoir, il voulait rien dire. Mais en 1993, Karla Homolka, elle reconnaît son implication dans les meurtres de Leslie Murphy, de Kristen French et de sa sœur Tammy Homolka. Par contre, elle se présente comme une femme étant battue et complice involontaire. Vu que les enquêteurs, à ce stade-ci, l'enquête, il n'y avait pas assez de preuves contre Bernardo, il n'y avait pas d'autre choix de se fier au témoignage de Karla. Donc, elle se voit proposer un marché. Si elle accepte de témoigner contre Paul Bernardo, elle va juste avoir 12 ans de prison. Par contre, quelques temps avant les procès, les enquêteurs font des découvertes assez sanglantes. En fouillant le domicile du couple, ils ont trouvé dans le plafond de la salle de bain des vidéos amateurs annotées avec la main de Karla Homolka. Exemple, sur une c'était écrit Kristen, Leslie, Paul et moi, avec des collants, là, des stickers de cœur puis de fleurs. Là. Sur les vidéos, dans le fond, on peut voir Karla en train de violer et de torturer ces jeunes filles aux côtés de son mari Paul Bernardo, puis on voit qu'elle prend du plaisir à le faire. Le plus dur dans ces vidéocassettes-là a nécessairement été la cassette où on voit le couple qui viole Tammy, la petite sœur de Karla. Puis sur une autre cassette, on la voit en train de se filmer, en train d'imiter sa petite sœur en enfilant ses vêtements pour essayer d'exciter Paul Bernardo. Donc on voit qu'il n'y a aucun remords. Là. La couronne a ouvert le procès le 18 mai 1995. Le procès a duré 4 mois durant lesquels Karla Homolka a dû témoigner durant 17 audiences. Paul Bernardo est finalement reconnu coupable de toutes les charges qui pesaient contre lui. Donc je vais les lire. 2 chefs d'accusation pour meurtre du premier degré, enlèvement, séquestration et agression sexuelle grave et 1 chef d'accusation pour profanation d'un cadavre. Il est donc condamné à l'emprisonnement à vie et est déclaré comme un délinquant dangereux. Donc ça fait en sorte que sa remise en liberté conditionnelle est improbable. Karla Homolka a purgé la totalité de sa peine, soit de 12 ans, puis elle a été libérée en 2005 sous plusieurs conditions imposées par le juge, dont une restriction concernant tous ses déplacements et l'interdiction de tout contact avec des personnes de moins de 16 ans. Par contre, ces conditions-là ont été annulées par un autre juge quelques mois seulement après. Puis ça a été très critiqué par les familles des 2 victimes, dont celle de Leslie Murphy et de Kristen French. Après sa sortie de prison, Karla Homolka, elle s'est premièrement installée à Montréal en 2007 où elle a donné naissance à un enfant. Elle est ensuite déménagée en Guadeloupe, dans les Caraïbes, sous le nom de Léane Bordelais, avec son nouveau mari Thierry Bordelais, le frère de Sylvie Bordelais, qui était son avocate en prison. En 2012, un journaliste qui était, j'imagine, en voyage en Guadeloupe a aperçu Karla Homolka, donc elle est revenue vivre au Québec. Pour sa part, Paul Bernardo est devenu admissible à la semi-liberté en 2015 et à la libération conditionnelle totale en février 2018 après avoir purgé 25 ans de prison. Par contre, quand il a fait la demande, celle-ci s'est faite refuser par la Commission des libérations conditionnelles du Canada après seulement 30 minutes de délibération. Parce que Paul Bernardo est toujours reconnu comme étant un délinquant dangereux, donc il sera sans doute jamais libéré. Après le procès, il y a un tribunal de l'Ontario qui a ordonné la destruction des bandes vidéo montrant le viol et le meurtre de leurs victimes. Donc c'était tout pour le cas de Karla Homolka et de Paul Bernardo, alias Ken et Barbie Killer. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres vidéos. Il va en avoir une sûrement à chaque semaine. En tout cas, je vais essayer de garder ce rythme-là. Si jamais ça vous tente d'avoir plus d'informations encore sur le cas, je vous invite fortement à voir le film Karla, qui est un film qui est sorti en 2006. Puis il y a 2 livres aussi que je vous recommande. Karla, le pacte avec le diable et Paul Bernardo et Karla Homolka de Ken and Barbie Killer. Sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo.